Thomas avait quitté Paris, son tumulte, ses nuits trop bruyantes et ses matins sans sommeil, lassé de cette vie qui ne l'inspirait plus. Écrivain à succès devenu muet face à la page, il portait le poids invisible de mots qui ne venaient ne plus, d'idées mortes-nées et de romans avortés. Son départ n'avait pas été un drame, juste une fuite douce, discrète, presque logique. Il avait trouvé refuge dans un hameau isolé des Cévennes, accroché à flanc de montagne, où les chemins de terre succédaient au silence profond. Là, il avait loué une vieille maison en pierre, dont les volets bleus écaillés semblaient pleurer des étés oubliés. La bâtisse était charmante mais fatiguée, à l'image de Thomas. Le jardin, laissé à l'abandon, débordait de hautes herbes et de ronces, comme si la nature avait décidé de reprendre ce que l'homme avait déserté. L'intérieur sentait le bois humide et le papier ancien. Et pourtant, dès les premières heures, il s'y était senti mieux qu'en des années, peut-être parce que personne n'attendait rien de lui ici. Ni mots, ni performance, ni apparence. Le premier soir, alors que le soleil disparaissait lentement derrière les crêtes violettes, Thomas s'était installé sur les marches de pierre, une tasse de thé entre les mains, enveloppé dans un silence qu'il n'avait plus connu depuis longtemps. C'est à ce moment-là qu'il l'avait vu. D'abord une silhouette floue, presque un mirage au milieu des herbes folles. Puis une présence nette, un vieux Golden Retriever à la robe dorée, légèrement poussiéreuse, qui se tenait à l'entrée du portail. Le chien le fixait, immobile, sans menace ni peur, mais avec une intensité troublante, presque humaine. Ses yeux, voilés par l'âge mais d'une profondeur étrange, semblaient le sonder, comme s'il cherchait à lire quelque chose en lui. Thomas n'avait pas bougé. Et dans ce regard silencieux, il avait senti, sans savoir pourquoi, que quelque chose venait de commencer. Chaque soir, sans exception, le même rituel silencieux s'installait. À la tombée du jour, alors que les derniers oiseaux laissaient place aux grillons et que les ombres s'étiraient sur le jardin en friche, le vieux Golden Retriever apparaissait. Il surgissait comme un fantôme doré au détour du portail, marchant avec lenteur mais détermination, avant de s'asseoir toujours au même endroit face à la maison. Il restait là, parfaitement immobile, les oreilles légèrement inclinées, l'œil fixe et attentif, comme en attente d'un signe. Thomas, d'abord déconcerté, avait tenté de le faire entrer. Il avait déposé une gamelle d'eau, quelques restes de repas, ouvert grand la porte en l'appelant doucement. Mais l'animal ne franchissait jamais le seuil. Alors il avait cessé d'insister. Il s'asseyait sur les vieilles marches de pierre, sa tasse de thé ou un verre de vin à la main, et parlait. Au début par habitude, pour combler le silence. Puis peu à peu, avec plus de sincérité. Il racontait ses journées vides, ses manuscrits avortés, les phrases qu'il effaçait plus vite qu'il ne les écrivait. Il parlait de cette peur sourde qui le rongeait, celle d'avoir tout dit, tout donné, d'être un imposteur qui avait eu de la chance un jour et que cette chance était désormais passée. Et chaque soir, le chien restait là, impassible, comme s'il l'écoutait vraiment. Ce regard tranquille, à la fois doux et grave, devenait peu à peu un miroir. Thomas y trouvait une forme d'écho, une compréhension muette, profonde, que même ses amis ou ses anciens éditeurs n'avaient jamais su lui offrir. Dans ce silence partagé, il se sentait entendu, et sans vraiment s'en rendre compte, il attendait désormais avec impatience le coucher du soleil pour ces instants simples et essentiels, où un homme brisé se racontait à un chien qui ne jugeait rien. Dans le village, au fil des semaines, Thomas finit par glaner quelques fragments de l'histoire de ce chien mystérieux. C'est la boulangère, une femme vive au regard franc, qui lui donna son nom, Homère. Un nom singulier, presque trop symbolique pour être réel, et pourtant terriblement juste.
Homère appartenait autrefois à Édouard Valmont, un écrivain local au parcours aussi fascinant qu'opaque. Les villageois parlèrent de lui avec un mélange de respect, d'admiration et d'un soupçon de crainte, comme on parle de ceux qui ont frôlé les grandes vérités, mais se sont perdus en chemin. Valmont avait connu une renommée précoce, publié des romans salués pour leur intensité, leur style radical, presque mystique. Puis un jour, sans explication, il avait tout arrêté. Il s'était enfermé dans sa maison en haut du hameau, vivant reclus, n'ouvrant sa porte qu'à quelques rares visiteurs. On disait qu'il écrivait toujours, sans jamais rien montrer à personne, et que ses carnets, peut-être remplis de chefs-d'œuvre, avaient disparu à sa mort. Depuis 2 ans, Homère, son fidèle compagnon, vivait sans foyer fixe. Il marchait chaque jour du cimetière, où une simple pierre portait le nom d'Édouard Valmont, jusqu'aux différents coins du village, s'arrêtant parfois devant les maisons, comme s'il évaluait les âmes qui s'y trouvaient. « Il cherche quelqu'un », avait murmuré le vieux Joseph en nettoyant le lavoir. « Quelqu'un qui saura entendre ce que son maître n'a jamais pu dire. » Thomas avait écouté ces récits avec une étrange résonance au fond du cœur. Depuis qu'il était arrivé, il avait l'impression que ce chien le sondait, l'évaluait lui aussi. Et plus les jours passaient, plus il se demandait si Homère l'avait choisi. Non pas pour l'apaiser, mais pour poursuivre quelque chose. Une œuvre, une transmission, une mémoire. Une nuit, poussé par une intuition qu'il ne s'expliquait pas, Thomas décida de suivre Homère lorsque le chien s'éloigna après leur rituel du crépuscule. Jusque-là, il avait toujours respecté sa trajectoire solitaire, le regardant disparaître dans l'obscurité des chemins. Mais cette fois, quelque chose d'indicible l'appelait à marcher dans ses pas. Homère ne se retourna pas, mais ralentit légèrement, comme s'il savait que Thomas le suivait. Ensemble, ils quittèrent la lumière chaude de la maison pour s'enfoncer dans l'ombre dense des Cévennes. Le sentier qu'ils empruntèrent était escarpé, sinueux, presque effacé par le temps. Les racines tordues, les pierres humides et les branches basses rendaient la progression difficile. Mais Thomas n'hésita pas. La lune, pleine et éclatante, baignait le paysage d'une lumière irréelle, argentée, qui transformait chaque bosquet en sculpture vivante et chaque rocher en vestige ancien. Le silence n'était troublé que par le bruissement des feuilles et le rythme régulier des pas d'Homère. Il semblait guidé par une force ancestrale, une mémoire des lieux que seul lui pouvait déchiffrer. Après une longue marche, ils arrivèrent dans un vallon oublié du monde. Là, dissimulée par la végétation, se dressait une maison à moitié effondrée, rongée par le lierre et le temps. Les volets pendaient, les pierres étaient fissurées, mais l'endroit portait encore une certaine noblesse. Homère s'arrêta devant le seuil et s'assit, comme il le faisait chaque soir devant celui de Thomas. Thomas comprit immédiatement. C'était ici que vivait Édouard Valmont, le reclus, le mystique, l'écrivain silencieux. Il sentit son cœur battre plus fort, frappé par l'étrange impression d'être arrivé au centre d'un mystère. Cette maison délabrée n'était pas un simple vestige, c'était un lieu de passage, peut-être une clé. Et Homère, lui, n'était pas seulement un chien errant. Il était gardien de mémoire, guide d'âme et peut-être porteur d'un dernier message à transmettre. L'intérieur de la maison semblait figé dans un entre-deux, entre la ruine et le sanctuaire oublié. Le plafond s'était affaissé par endroits, laissant filtrer des faisceaux de lune entre les lattes brisées. Des piles de livres moisis s'étaient écroulées sur le sol, mêlées à des feuillets froissés, des carnets ouverts, des plumes séchées, comme si leur propriétaire avait disparu en pleine phrase. L'air sentait le bois pourri, le papier ancien et quelque chose de plus subtil, presque sacré. Une odeur de solitude chargée d'histoire. Homère, impassible, avançait dans ce chaos comme s'il connaissait chaque recoin. Il contourna un fauteuil renversé,
traversa la pièce sans hésiter et s'arrêta devant un tapis rongé par l'humidité. Là, il gratta le sol avec une détermination fébrile, ses pattes soulevant des nuées de poussière. Intrigué, Thomas s'approcha et découvrit sous l'épaisse étoffe moisie une trappe en bois massif, intacte malgré les années. Il l'ouvrit lentement, un grincement lourd fendant le silence. Un escalier de pierre descendait vers les entrailles de la maison. La température y chutait d'un coup, mais l'air était étrangement pur. En bas, une petite cave s'offrait à lui, parfaitement conservée, à l'abri des intempéries. Les murs étaient tapissés d'étagères croulant, sous des cahiers rangés avec soin, des lettres cachetées, des journaux intimes et des manuscrits reliés à la main. Au centre, éclairé par un puits de lumière lunaire filtrant à travers une ouverture taillée dans la roche, trônait un pupitre de chêne massif. Dessus, un seul document, posé avec une solennité presque religieuse, un manuscrit relié de cuir, au titre frappé à l'or fin. Lorsque Thomas lut les mots « Le dernier gardien des mots », un frisson remonta le long de son dos. C'était comme si les pages l'appelaient, comme si Valmont, au-delà du silence et de la mort, avait laissé là un héritage pour quelqu'un capable d'en comprendre la portée, et peut-être de l'achever. Le manuscrit de Valmont racontait l'histoire fictive d'un village reculé, oublié du monde, où chaque habitant était le gardien d'un mot unique. Ce mot, transmis de génération en génération, était à la fois un secret sacré et une responsabilité. Sans lui, le langage risquait de s'effondrer, de perdre son sens profond. Chaque mot protégé devenait un fragment de mémoire collective, un rempart contre l'oubli. Thomas, fasciné par cette idée singulière, passa des nuits entières à déchiffrer l'écriture serrée, nerveuse et parfois raturée de son prédécesseur. Le récit inachevé oscillait entre mythe et philosophie, comme si Valmont avait tenté de capter quelque chose de plus grand que lui, un chant fragile contre la disparition des mots, des émotions, de l'humanité elle-même. Plus Thomas lisait, plus il sentait naître en lui une obsession grandissante pour cette œuvre mystérieuse. Ce n'était plus seulement une curiosité littéraire, mais un appel silencieux, une injonction presque spirituelle à poursuivre ce que Valmont n'avait pas terminé. Chaque nuit, Homère restait allongé à ses pieds, le museau posé sur les tuiles froides de la cave, les yeux mi-clos, mais toujours présents. Thomas avait l'étrange impression que le vieux chien veillait sur lui, sur les mots, sur le passage de témoin entre deux écrivains séparés par le temps, mais réunis par une quête commune. Celle de préserver ce qui méritait d'être dit, raconté, transmis. À mesure qu'il s'imprégnait du manuscrit, Thomas commença à percevoir le village sous un jour nouveau. Chaque ruelle, chaque visage lui semblait chargé d'un sens caché, d'une résonance subtile avec les pages écrites par Valmont. Il croyait reconnaître dans certains habitants les archétypes décrits dans l'histoire. La vieille femme qui ne parlait presque jamais, mais dont le regard pesait comme une énigme. L'enfant toujours en train d'écrire sur des cailloux. Le menuisier solitaire qui sculptait des mots dans le bois sans jamais les prononcer. Fasciné, Thomas se mit à prendre des notes frénétiques, collant des feuilles au mur, dessinant des cartes mentales, établissant des correspondances entre la fiction et la réalité. Il était persuadé que Valmont n'avait pas simplement inventé un monde, mais codé dans son œuvre une vérité fondamentale sur la communauté, une mémoire enfouie dans le quotidien banal du village. Puis, un matin blême, après une nuit sans sommeil à relire les mêmes passages, il tomba sur un extrait qu'il n'avait pas encore vraiment compris, une mention discrète, presque anodine, d'un passeur. Le sang de Thomas se glaça quand il réalisa que ce passeur n'était autre qu'Homère, décrit dans des termes troublants. Un chien doré aux yeux anciens, veillant sur les porteurs de mots oubliés,
guidant les âmes vers ce qu'elles ne savent pas encore devoir écrire. À cet instant, Thomas comprit qu'il n'était pas venu dans ce village par hasard. Thomas recommença à écrire, non pas pour achever l'œuvre de Valmont comme il l'avait d'abord cru nécessaire, mais pour tracer sa propre voie, tissée dans l'écho de celle de son mystérieux prédécesseur. Ce qu'il écrivait n'était pas une suite, ni une imitation, mais une réponse intime, presque une conversation littéraire entre deux âmes séparées par le temps, mais unies par le même besoin de raconter. Chaque matin, après une promenade silencieuse dans les ruelles du village, il s'installait à sa table de travail et laissait ses souvenirs des visages croisés s'infiltrer dans ses pages. Les villageois devenaient peu à peu des personnages à part entière, porteurs de mots oubliés, gardiens inconscients d'une mémoire collective que Thomas réinventait à sa manière. Une vieille institutrice se transforma en sentinelle des verbes perdus, un boulanger taciturne en conservateur des adjectifs oubliés. Le village lui-même devenait un être vivant, palpitant sous sa plume. Homère, toujours présent, semblait comprendre la portée de cette renaissance. Il restait de longues heures allongé près du bureau et parfois, lorsque Thomas lisait à voix haute des passages qu'il venait d'écrire, le vieux chien relevait la tête, puis la posait doucement sur les genoux de l'écrivain comme pour lui signifier son approbation. Dans le regard paisible de l'animal, Thomas lisait une forme de reconnaissance, celle d'avoir retrouvé le chemin de l'écriture, non pas pour fuir le silence, mais pour lui offrir des mots nouveaux. Le jour où Thomas mit le point final à son manuscrit, un orage d'une violence inouïe s'abattit sur le village, comme si la nature elle-même venait sceller la fin d'un cycle. Le vent arrachait les tuiles, la pluie frappait les vitres avec fureur, et les routes devinrent impraticables, coupant le hameau du reste du monde pendant plusieurs jours. Ce soir-là, Homère ne vint pas s'allonger près de Thomas comme à son habitude. Inquiet, l'écrivain fit le tour de la maison, appela le chien sous la pluie battante, sa voix se perdant dans le tumulte des éléments. Mais le vieux Golden Retriever était introuvable. Une angoisse sourde s'installa en lui, différente de celle qu'il avait connue face à la page blanche. Celle-ci avait le goût de la perte réelle, de l'absence irremplaçable. Les jours suivants, enfermé dans le silence du village coupé du monde, Thomas relisait son manuscrit, incapable d'y trouver du réconfort. Ce n'est qu'au 4e jour, alors que le ciel s'ouvrait enfin sur un matin clair, qu'il se décida à grimper jusqu'au cimetière, un pressentiment le guidant plus que la raison. Et là, parmi les stèles moussues, il aperçut Homère, couché sur la tombe d'Édouard Valmont, trempé, amaigri mais vivant, les yeux à demi clos comme s'il dormait. Thomas s'agenouilla à ses côtés, bouleversé. Il comprit alors que le chien avait veillé une dernière fois sur son premier maître, comme pour lui murmurer que la relève était assurée, que les mots étaient entre de bonnes mains. Homère, ayant accompli sa mission, pouvait désormais se reposer. 6 mois plus tard, le premier roman de Thomas, depuis des années, fut publié sous le titre « Les gardiens des mots » et connut un succès critique qui dépassa largement ses espérances. Les chroniques saluaient un récit d'une profondeur rare, mêlant poésie, mystère et hommage au pouvoir du langage. Des lecteurs, touchés en plein cœur, écrivaient pour lui dire que ces mots avaient ravivé chez eux des souvenirs enfouis, une émotion oubliée, parfois même un désir d'écrire ou de transmettre à leur tour. Fort de cet accueil, Thomas décida de s'installer définitivement dans le village, laissant derrière lui le tumulte parisien. Il acheta la vieille maison en pierre qu'il avait d'abord louée et y fit quelques rénovations légères, veillant à conserver l'âme des lieux. Il adopta officiellement Homère, devenu depuis son confident silencieux, son allié fidèle dans cette nouvelle existence.
Le chien, bien que vieillissant, paraissait rajeuni, ses pas plus vifs et ses yeux toujours pleins de cette sagesse étrange que Thomas n'avait jamais su expliquer. Chaque soir, c'était un nouveau rituel. Thomas lisait à voix haute ce qu'il avait écrit dans la journée, sa voix résonnant dans le salon baignée d'ombre et de lumière, tandis que le feu crépitait doucement dans l'âtre. Homer, allongé près de la cheminée, ouvrait parfois un œil, comme pour approuver un mot ou un silence bien placé. Le gardien des mots, autrefois relégué à l'extérieur des maisons, avait trouvé sa place, non plus à la porte, mais au cœur même de l'histoire, dans la chaleur retrouvée d'un foyer et des pages qu'il avait inspirées.